Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la vice-présidente de la Commission, chers et chers collègues. Nous n'allons pas pouvoir en rester là. D'année en année, les budgets de la sécurité sociale se suivent, se ressemblent et s'assemblent pour la priver des moyens du plein accomplissement de ses missions. L'an dernier, à la même époque, le budget qui nous avait été présenté avait largement contribué à mettre le feu aux poudres dans le pays. Le gouvernement a été obligé de revoir sa copie dans les arrêts de jeu en faisant tout pour ne pas se renier cependant, en choisissant d'actionner une fois de plus le levier de l'exonération de cotisation. Nous payons le prix de cet entêtement. Et vous en rajoutez aujourd'hui une couche. Vous avez le souci de la constance, nous aussi. Ambroise Croizat, je me plais à le rappeler, lorsqu'il posa la première pierre de la sécurité sociale pour conjurer l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail, voulait ainsi, disait-il, permettre à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité. Voilà pourquoi elle constitue aujourd'hui encore, malgré les entailles qui lui ont été portées, un rouage essentiel de la République. Plus qu'un rouage, elle devrait en demeurer un grand projet. Et c'est bien cela que nous ne voyons pas se dessiner dans les choix qui nous sont proposés. J'essaye de les décrire, parce que lorsque je les entends énoncés par le gouvernement, j'ai l'impression qu'on me raconte un film qui n'est pas à l'affiche. Sans faire insulte à Léonard de Vinci, c'est un peu comme la Joconde. Quand on en entend parler, on est impatient de la voir, mais quand on la voit, on est quand même un petit peu déçu parce que le tableau est tout petit. Ici, nous avons un budget étriqué, rabougri, rétréci. Il ne s'agit pas d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais d'un projet de sous-financement, d'un projet d'appauvrissement, d'un projet d'affaiblissement de la sécurité sociale. La perspective est claire, la sécurité sociale doit être corsetée pour baisser la rémunération du travail. Il faut nourrir toujours plus une économie financiarisée aux mains de quelques puissants propriétaires. C'est pourquoi l'on dédouane à tour de bras, aveuglément. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel et visiblement les exonérations aussi. Tout à l'heure, le ministre parlait des niches sociales. Ce ne sont plus des niches, on est dans l'ordre plutôt de la cabane et vous allez finir par mettre la cabane sur le chien. Cette année, merci. Cette année, vous nous proposez d'acter la fin du principe de compensation intégrale de ces exonérations. Et l'on comprend bien pourquoi, malgré les apparences, le propos est grave. Les montants qu'elles atteignent les rendent de plus en plus difficiles à compenser. 66 milliards d'euros au bas mot, 2 fois plus qu'en 2013, selon nos calculs. Pour quels résultats sur l'emploi et les salaires? Mais le budget de la sécurité sociale ne saurait être une variable d'ajustement du budget de l'État ou des entreprises. Il ne saurait être une caisse ou piocher pour payer l'ardoise. Ce budget, c'est bien la part des richesses produites par le travail, soustraites aux banquiers, aux assureurs et à la rente, et mise en commun pour que chacune et chacun puisse affronter les aléas de l'existence. Les conséquences du parti pris gouvernemental sont immédiates. Réduire la voilure de la sécurité sociale, non sans quelques redéploiements qui apportent quelques touches chatoyantes, ce fonds d'indemnisation pour les victimes phytosanitaires, la mesure sur les pensions alimentaires ou sur les soins post-cancer. Mais les lignes de force de votre projet sont ailleurs. Après que les chômeurs ont été soumis à rude contribution, les allocations familiales, logement, adultes handicapés et la prime d'activité subissent un quasi-gel. Les retraites sont enfin réindexées sur l'inflation, à condition qu'elles n'excèdent pas 2 000 €, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits acquis, en guise d'apéritif pour la réforme des retraites qui mijote sur un coin de la cuisinière. Parallèlement, ce sont les congés maladie qui sont attaqués. Je veux enfin en venir à la santé. En maintenant un Ondam à 2,3 %, le gouvernement exige 4,2 milliards d'économies sur la santé, dont 1 milliard de compression de dépenses à venir pour l'hôpital. Nous savons pourtant que l'hôpital est en crise généralisée. Nous le savons toutes et tous ici. Un peu partout dans le pays, les personnels sont en grève, dans les services d'urgence, de psychiatrie et ailleurs. Ils demandent juste la possibilité d'exercer leur métier. Ils demandent juste la possibilité de traiter les patients dignement. Ils demandent juste des collègues, d'abord des collègues, pour avoir le temps du soin et de l'humain, puis du matériel,
pour ne pas être obligés de prodiguer des soins avec des surchaussures ou de bricoler des pieds à perfusion. Ils demandent l'arrêt des fermetures de lits et de services. Ils demandent la reconnaissance qui leur est due. La souffrance au travail dans le domaine de la santé est criante, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes. Les arrêts maladie en 2016, pour les chiffres qui nous ont été communiqués, sont bien souvent au moins 2 fois supérieurs au restant des secteurs. Dans cette loi, il est envisagé de revoir certains modes de financement pour limiter les effets de la tarification à l'activité, et c'est bien, mais cela sera inefficace à moyens constants. Ce budget est donc intenable, car l'hôpital est déjà dans une position insoutenable. Nous vous conjurons de prendre la mesure de la situation. Si tel n'était pas le cas, vous serez de toute façon rapidement rattrapés par la réalité. Écoutons les voix qui montent dans le pays. Nous ne pouvons résolument nous en tenir là. Et s'il existe certains acteurs privés pour escompter capitaliser sur les difficultés actuelles de l'hôpital public, nous savons qu'ils ne sont pas à même d'assumer la réponse aux besoins pour toutes et pour tous. Pour éviter que grandissent les rentes dans le domaine de la santé et le soin à plusieurs vitesses, il faut conforter la réponse publique. Et je dois dire que l'annonce d'une vente d'hôpital près d'Angers a de quoi inquiéter. C'est une très mauvaise réponse aux questions posées. S'il faut du temps pour enclencher une nouvelle ère de l'hôpital public, les ressources existent pour faire face dès aujourd'hui. Il faut sans attendre sortir de la logique de compression qui confine à la politique de la cocotte minute. Vous ne pouvez vous contenter du refrain « je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle ». On l'appelle réorganisation permanente. Il y a beaucoup trop à rattraper, ça ne suffira pas. Voici quelques jours, notre groupe a déposé une proposition de loi portant des mesures d'urgence. Elles sont attendues pour redessiner une perspective avec les premiers acteurs du système de soins. Et je sais que d'autres groupes ont fait de même ces derniers jours. Des mesures du même ordre sont attendues dans les EHPAD, où la situation continue d'être critique et qui appellent là aussi un tout autre niveau d'engagement collectif. Je veux dire la satisfaction qui est la nôtre de voir une proposition de loi que nous avions défendue à l'Assemblée faire son entrée dans ce budget. C'est une proposition modeste, nous l'avions conçue comme un premier pas acceptable par le gouvernement et la majorité. Je veux parler du congé de proche aidant. Enfin, il pourra être indemnisé. 11 millions de nos concitoyennes et concitoyens sont dans cette situation et elles assument, en y abîmant leur santé, une solidarité qui devrait être celle de toute la collectivité. Ce congé ne suffira pas, mais il pourra au moins permettre de faire face quand survient le besoin. Je suis suffisamment allé chercher le ballon au fond des filets ces derniers mois pour ne pas célébrer un but lorsqu'il est inscrit, et je veux donc saluer cette prise de conscience partagée sur l'ensemble des bancs avec des initiatives parlementaires diverses. Reste le besoin d'un grand service public de l'accompagnement et celui d'une prise en charge à la hauteur. Nous sommes très loin de l'investissement nécessaire avec moins de 300 millions contre 6 milliards requis dans le rapport Libault. La sécurité sociale mérite donc un autre dessein et un autre budget, et pour cela sans doute une autre gouvernance que cette mainmise de l'État pour redevenir l'affaire du plus grand nombre de ses contributeurs et de ses ayants droit. Dans la société grandit l'exigence de santé, l'exigence d'autres modes de vie, de production et de consommation. Le soin sera toujours nécessaire, mais nous pouvons empêcher la survenue de nombre de problèmes de santé, et cela doit être une priorité. Plus largement, dans une société inquiète de son avenir, où les mutations s'enchaînent, nous devons mieux protéger les femmes et les hommes tout au long de leur vie. Nous devons inventer de nouvelles formes de protection sociale. Et cela demande d'en finir avec la course à l'austérité publique et sociale qui veut financer l'opulence d'officines privées et un petit nombre de leurs propriétaires. Ce sont eux qu'il faut mettre à la diète. L'œuvre civilisatrice qu'il nous revient de poursuivre appelle à prélever sur les richesses produites la part suffisante à assurer les droits fondamentaux de chacune et chacun. Pour finir, ce à quoi l'on reconnaît que votre Joconde, dont je parlais tout à l'heure, est un faux, c'est qu'on n'y voit pas la perspective et que le sujet donne l'impression de regarder ailleurs. Merci, Monsieur Dharréville. La parole est